Bienvenue dans la deuxième partie du chapitre 8. Zabolx, où as-tu déjà rencontré le protocole I2C jusqu'à présent? On le croise assez souvent, même sans s'en rendre compte. Les écrans, les moniteurs, les capteurs et même le smartphone dans ta poche utilisent l'I2C. Il serait donc plus difficile de dire où il n'est pas présent. Et quand tu travailles avec ce protocole, as-tu rencontré des difficultés ou des choses intéressantes et inattendues? L'un de mes étudiants a connecté un capteur de méthane I2C à un microcontrôleur Atmel en utilisant un câble assez long. Au début du débogage, la communication qui dysfonctionnait souvent, nous avons vite réalisé que la capacité du câble dépassait largement les 400 picofarads maximum. Nous avons donc dû nous contenter d'un câble CAT5 qui faisait jusqu'à 3 mètres de long. Cela a parfaitement fonctionné pour la communication à la vitesse donnée. Avec le recul, ce n'était pas très surprenant, car l'I2C a été conçu pour la communication à courte distance. Plongeons dans les mystères de la communication I2C. Le bus Inter-Integrated Circuit, que nous appelons simplement I2C jusqu'à présent, met en œuvre essentiellement une communication maître-esclave. La communication maître-esclave signifie que seul l'appareil maître peut initier la communication sur un bus donné. Les appareils esclaves répondent à ces requêtes. Zabolx, j'ajouterai aussi que les unités esclaves n'exécutent que les instructions qui leur sont adressées. Chaque appareil possède sa propre adresse à laquelle il attend des instructions. L'adresse de l'appareil est définie par les fabricants, mais il existe des appareils qui disposent de tables d'adresses permettant de modifier l'adresse. Les adresses possibles sont toujours spécifiées par les fabricants dans la fiche technique des composants. Le circuit intégré du capteur de lumière que nous utilisons possède la patte de modification d'adresse mentionnée précédemment, alors examinons sa fiche technique. Tout d'abord, déterminez quel peut être le niveau de tension des broches. GND représente la masse et VDD représente la tension d'alimentation. De plus, si vous ne le connectez à rien, la patte reste en l'air. Cela sera interprété comme un état valide et l'adresse sera définie en conséquence. Si vous regardez attentivement les adresses, vous pouvez voir qu'elles sont sur 7 bits. En général, l'unité de base de communication la plus courante est l'octet, qui fait 8 bits. Ici, ce n'est pas différent. Il y a juste une petite astuce avec le 8e bit. C'est ce bit qui détermine si le maître veut lire ou écrire sur le périphérique esclave. Pour écrire, il faut le régler à 0. Pour lire, il faut le régler à 1. Pour illustrer ce que Danny veut dire, voici un autre exemple. Nous voulons récupérer la valeur mesurée par le capteur de lumière. Maintenant, connectez la patte ADRSL du capteur de lumière à la masse. Ensuite, l'appareil, selon la figure précédente, écoutera l'adresse OBO X. À la place du dernier bit, marqué par un X, puisque nous voulons lire l'un des registres du capteur, nous devons maintenant écrire 1. L'adresse totale est donc OBO DIL-NZ11, ce qui correspond à 53 en hexadécimal. Jusqu'à présent dans la vidéo, vous avez vu comment Danny et moi abordons la notion d'exhaustivité de manière agréable et progressive en mentionnant certains mots qui vous donneront une idée de ce que nous allons faire ensuite. Le dernier de ces mots était « puisque nous voulons lire l'un des registres du capteur ». La plupart des capteurs, y compris le capteur de lumière que nous utilisons, possèdent plusieurs registres. Découvrons certains des types les plus courants. Les registres d'état contiennent généralement les bits d'état du circuit intégré que nous appellerons désormais CI. Ces bits peuvent indiquer par exemple qu'une mesure a été effectuée ou que le CI est activé. Les registres de contrôle peuvent être utilisés pour contrôler le comportement du CI, comme la fréquence de mesure et l'envoi d'interruptions. Les registres de données sont utilisés par les capteurs pour stocker les résultats des mesures effectuées. Nous pouvons maintenant voir les registres qui nous intéressent dans le capteur de lumière. Vous pouvez trouver la description à la page 9 de la fiche technique ou simplement regarder l'affichage. Ce tableau contient les adresses des registres définis dans la fiche technique sous forme hexadécimale, leur nom et une brève description de leur utilisation. Le but de cette description est uniquement de montrer les fonctions des registres. Pour les utiliser en pratique, il nous faut lire la fiche technique plus en détail. Mais cela dépasse le cadre du sujet d'aujourd'hui, donc nous nous limiterons à ce qui est écrit dans le tableau.
Le registre de commande est un registre d'adresse qui stocke l'adresse du registre interne impliqué dans l'opération. Le registre de contrôle est utilisé pour contrôler les fonctions de base. Le registre de temporisation sert à contrôler le temps d'intégration et le gain. Les registres suivants sont utilisés pour définir les seuils d'interruption. Ce sont des nombres sur 16 bits, donc deux registres sont nécessaires pour spécifier une limite, un pour l'octet de poids fort et un pour l'octet de poids faible. Comme il y a une limite haute et une limite basse, il nous faut 4 registres. Comme son nom l'indique, le registre d'interruption est chargé de configurer les interruptions. L'ID contient également l'identification du circuit intégré et le numéro de version. Les registres de données commençant par data stockent des données sur 16 bits de la même manière que les registres. Il n'y a rien d'autre que la sortie des canaux 0 et 1 de l'ADC. Cette quantité d'informations peut sembler effrayante au premier abord, mais la situation n'est pas si terrible. Il n'est pas nécessaire d'apprendre ces registres par cœur, car un autre capteur utilisera presque certainement des noms et des adresses différents. Ces éléments importants sont généralement inclus dans les fiches techniques du fabricant, et avec l'expérience que nous venons d'acquérir, il est plus facile de comprendre ce qu'ils signifient. Sabolk l'a également mentionné, mais j'aimerais souligner que lorsqu'on utilise un nouveau composant, il vaut la peine de consulter d'abord la fiche technique, car elle décrit précisément quels registres sont nécessaires au fonctionnement et la signification exacte de tous les bits qu'ils contiennent. Maintenant que nous connaissons l'adresse de notre capteur ainsi que celle des registres qu'il contient, la question de savoir comment lire ou écrire des données depuis ou vers ces registres peut se poser. La réponse à cette question se trouve également dans la fiche technique, mais d'abord, voyons quelle notation il faut connaître. A signifie bit d'acquittement, P pour arrêt et S pour bit de démarrage. Le bit de démarrage répété est indiqué séparément. CSR. Comme mentionné au début de la vidéo, la lecture et l'écriture sont déterminées par un bit de l'adresse. Pour la lecture, il s'agit de 1, appelé RD, tandis que pour l'écriture, il s'agit de 0 et on l'appelle WR. La couleur de fond de la séquence indique la direction des données. Si elle est blanche, le maître envoie un message à l'esclave, tandis que si elle est grise, c'est l'esclave qui envoie des données au maître. En général, la communication I2C consiste en une adresse, puis en l'écriture ou la lecture d'un nombre quelconque d'octets de données. Toutes les communications sont initiées par le maître en plaçant une adresse d'esclave sur le bus. Voyons comment écrire dans un registre d'un périphérique esclave. Le processus commence lorsque le maître signale à l'esclave qu'une transmission est sur le point de commencer. Il le fait à l'aide d'un bit de démarrage, qui est un bit spécial, tout comme le bit d'arrêt. Nous expliquerons cela plus tard dans le sujet des signaux. Après le bit de démarrage, le maître transmet l'adresse sur 7 bits du périphérique esclave, suivi d'un bit à 0 indiquant l'intention d'écrire. Ensuite, si un périphérique avec cette adresse est disponible sur le bus esclave, il accuse réception de l'octet reçu, ce qui est indiqué par le bit A ou ACK. L'accusé de réception sera également expliqué plus tard. Après l'accusé de réception, l'adresse du registre à écrire est envoyée. C'est le code de commande qui est également accusé de réception par l'esclave. L'octet suivant envoyé sera la donnée réelle que nous voulons transmettre au périphérique esclave. Comme les 2 octets précédents, cet octet est également accusé de réception par l'esclave. Le maître ne souhaite plus écrire d'autres données, il envoie donc le bit d'arrêt mentionné précédemment. Cela peut sembler un peu compliqué au début. La lecture sera-t-elle plus difficile que cela? Pas d'inquiétude. Il est beaucoup plus facile de comprendre la lecture après l'écriture, car elles ont beaucoup de points communs. Par exemple, le début du processus est identique. Le maître envoie un bit de démarrage, puis il envoie l'adresse du périphérique esclave, qui se termine par un bit 0 à droite. Si le périphérique est correctement adressé, il acquitte. Ensuite, le maître envoie l'adresse du registre à lire, puis attend l'ACK. Une fois l'accusé de réception reçu, nous devons redémarrer la communication afin de passer du mode écriture au mode lecture. Pour cela, un autre bit de démarrage est envoyé.
Après le bit de démarrage, nous envoyons à nouveau l'adresse du périphérique esclave. Et cette fois, puisque nous voulons lire des données, nous envoyons à la fin le bit de lecture qui vaut 1. Nous attendons un accusé de réception, puis le périphérique esclave envoie les données souhaitées. Après la réception du dernier bit de données de l'octet, le maître donne alors un retour au périphérique esclave. Comme le maître ne souhaite plus recevoir de données, il enverra un non-acquittement. Nous expliquerons cela un peu plus tard en abordant l'ACK. La dernière étape habituelle consiste pour le maître à mettre fin à la communication en envoyant un bit d'arrêt. Il est très utile qu'il existe un cadre pour l'envoi des octets. Ainsi, une fois que nous avons appris cette structure lors de l'écriture, nous n'avons pas été surpris lors de la lecture. Heureusement, nous ne sommes pas obligés de traiter les octets un par un, car il est possible de lire et d'écrire des valeurs consécutives sur le bus. Dans ce cas, après avoir écrit un octet d'adresse, un code de commande est utilisé pour indiquer au périphérique esclave que nous souhaitons transférer plus de données sur le bus. Cela peut être une lecture multibit ou même un chargement de configuration. Les octets de données sont alors affichés sur le bus et reconnus un à un par l'appareil récepteur à l'aide de signaux ACK. Comparons maintenant l'opération d'écriture d'un ou de deux octets de données. Les deux séquences se ressemblent jusqu'à l'envoi du premier octet de données. La différence commence ici, car avant le deuxième octet, le maître n'envoie plus le bit d'arrêt, mais après l'ACK envoyé par l'esclave, il envoie les données vers le registre suivant. Le maître continue ainsi aussi longtemps qu'il souhaite écrire. Après l'écriture du dernier octet, il attend l'accusé de réception, puis envoie le bit d'arrêt, mettant ainsi fin au processus. Savoir comment lire un seul octet nous donne également une bonne base pour la lecture de plusieurs octets. Après que l'esclave a envoyé le premier octet de données, le maître n'envoie pas de NAC à l'esclave, mais accuse réception du message avec un ACK et indique qu'il souhaite lire plus de données. Cela peut se poursuivre jusqu'au dernier octet à recevoir. Lorsque le maître envoie le NAC utilisé pour la lecture d'un seul octet à l'esclave, qui n'envoie plus d'octets, le maître met fin à la communication avec le bit d'arrêt. Nous avons jugé plus important de présenter d'abord une vue d'ensemble générale de la communication I2C. Cela a bien sûr impliqué que certains détails ont été laissés de côté. Par exemple, désolé Soubage, mais sur la base de ces informations, je ne pourrais pas simplement dessiner sur une feuille ce que je verrais sur l'oscilloscope lors d'une communication sur un bus I2C. Il n'y a aucune raison de se décourager, car nous allons maintenant combler ces lacunes. Comme mentionné précédemment, l'I2C est une communication synchrone qui utilise deux fils. La synchronisation signifie qu'il y a une horloge de contrôle avec laquelle les données circulent de manière synchrone. Les deux fils que je viens de mentionner sont le SDA et le SCL. SDA signifie données série, serial data. Cette broche est utilisée pour envoyer ou recevoir un bit de données qui sera lu ou écrit au rythme du SCL qui signifie horloge série, serial clock. Ceci est illustré par les signaux sur la figure. Ici, on peut voir que pour qu'un bit de données soit valide, la broche SDA doit être positionnée à la valeur souhaitée avant que la broche SCL ne soit mise à l'état haut, puis maintenue stable jusqu'à ce que la broche SCL repasse à l'état bas. Il en découle que, pour un bit de données, le niveau de la broche SDA ne peut strictement changer que lorsque la broche SCL est à l'état bas. Cette conclusion est correcte si l'on parle uniquement des bits de données. Cependant, nous avons évoqué plus tôt quelques réflexions concernant certains signaux spéciaux, comme les bits de démarrage et d'arrêt. Ce sont des événements qui ne sont pas affectés par cette règle. En effet, la norme spécifie que ces deux signaux nécessitent que le front montant ou descendant sur la broche de données se produise lorsque SCL est à l'état haut. L'affichage montre que le bit de démarrage nécessite un front descendant et que le bit d'arrêt nécessite un front montant. Nous vous devons encore une explication des termes ACK et NAC, mais cela ne saurait tarder. ACK et NAC sont tous deux des bits qui seront toujours envoyés à l'émetteur par le dispositif récepteur actuel. Il écrira un 0 pour ACK et un 1 pour NAK.
Comme vous pouvez le voir, cela se fait toujours après l'octet de données et de la même manière sur la ligne SDA. Jusqu'à présent, nous savons à quoi ressemble l'envoi et la réception. Donc, en théorie, nous savons comment utiliser le protocole. Il ne nous reste plus qu'à l'implémenter physiquement sur notre appareil. Pour cela, nous aimerions vous montrer une nouvelle figure présentant un schéma des broches SDA et SCL. Le grand carré indique le dispositif et les petits carrés sur sa bordure représentent les points de connexion vers l'extérieur. Nous pouvons voir que le circuit intégré contient un bloc de contrôle logique appelé logique, qui sert à piloter le FET. Remarquez sur l'image que la sortie dispose d'une commande en drain ouvert, sur laquelle vous pourrez en apprendre davantage au chapitre 7. Sur le bus I2C, plusieurs dispositifs sont connectés sur la même ligne et ils peuvent de même entrer en collision en cas d'erreur de conception ou de défaillance. Puisque l'utilisation d'une sortie en drain ouvert n'entraîne pas de court-circuit, le pire scénario est simplement l'échec de la communication, mais aucun autre composant du bus ne tombe en panne. Cela nous amène à la fin de la partie théorique, mais cela ne signifie pas que le chapitre est terminé. Dans la vidéo suivante, vous assisterez à une démonstration en direct du fonctionnement du capteur de lumière, alors que nous parcourrons le programme du microcontrôleur et activerons le dispositif. J'espère que vous serez des nôtres à ce moment-là. À bientôt. À bientôt.